première action serait la légalisation du cannabis, afin d'influer à la fois sur le nombre de personnes qui sont détenues. Je le rappelle, pour mémoire, nous sommes à 76 000 détenus actuellement en France, afin de pouvoir aussi réaffecter le budget, le rééquilibrer. Alors, précision étant faite que la moitié du budget de la justice est affecté à l'administration pénitentiaire. Et le troisième élément, c'est pour permettre la mise en place de cette mesure, il est impératif préalablement d'enseigner et d'informer l'ensemble des concitoyens sur le coût d'un détenu. Rappelez qu'un détenu coûte en moyenne entre 500 et 1000 euros par jour. Et cet argent, c'est l'argent des contribuables qui permet donc de le financer. Qu'à l'heure actuelle, tenant compte des finances de l'État, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions pour une politique pénale encore plus coercitive. Et lorsqu'on constate que, comparativement à l'Allemagne, au nombre de détenus qui est de 46 000 en moyenne par rapport à l'État français, on ne peut pas non plus soutenir que les magistrats et la justice de façon générale est laxiste. Lorsque nous légiférons sur le cannabis, nous allons avoir aussi, donc, outre le budget, mais pour comprendre ce budget, il faut comprendre aussi que la grande majorité des personnes qui sont détenues le sont dans le cadre de trafic de stupéfiants, ce qui va désengorger notablement. Ce qui va permettre aussi de pouvoir se centrer sur toutes les transgressions de la règle sociale qui contaminent le quotidien de nos concitoyens. Je parle des agressions à caractère sexuel, je parle du harcèlement au niveau scolaire, je parle des atteintes contre les biens, je parle des atteintes contre les personnes, qui bien souvent sont laissées pour compte ou alors traitées dans des délais qui sont déraisonnables. Donner davantage de moyens aux magistrats greffiers pour que la justice puisse se faire dans un délai raisonnable. Pour parvenir à ces objectifs-là, la politique pénale doit changer en ce sens. Alors, à travers votre question, deux situations qui sont distinctes. Les personnes qui sont dans l'attente d'être jugées dans les geôles, au sein des geôles de la juridiction, et les personnes qui sont détenues, soit provisoirement, soit lorsqu'elles sont détenues parce qu'elles exécutent une peine. En ce qui concerne les premières mesures qui doivent être prises au niveau des geôles de l'administration judiciaire, il est impératif de réaliser les travaux en ce sens. Là encore une fois, pourquoi ne pas envisager le recours aux écoles professionnelles qui pourraient intervenir pour réaliser les travaux, le recours à des personnes qui seraient sous bracelet électronique pour réaliser aussi ce type de travaux, ce qui réduirait considérablement le coût. Pourquoi ne pas envisager les personnes qui sont détenues de pouvoir réaliser, là encore une fois, les travaux au sein de l'administration judiciaire en ce qui concerne donc ces gens. Là, ce sont des mesures qui n'ont pas été prises, qui pourraient être envisagées, soit en partenariat avec des écoles professionnelles, soit en partenariat donc avec l'administration pénitentiaire, pour permettre de réaliser des travaux à moindre coût. Il est important de rappeler que toute personne qui est retenue, que ce soit donc au niveau du tribunal ou que ce soit au niveau des centres pénitentiaires, le sont sous l'autorité de l'État. Et c'est que l'État doit garantir à ces personnes qu'elles puissent être privées de leur liberté, c'est un fait, qu'elles puissent être privées de leur dignité, c'est inadmissible, c'est attentatoire à l'article 3 de la CEDH, donc on n'est pas dans une situation légale. La seule façon d'y parvenir, tenant compte de notre budget qui est très restreint, c'est d'envisager le recours à moindre coût, soit à des écoles professionnelles pour réaliser ces travaux, soit à des personnes qui sont actuellement donc avec un bracelet électronique, soit des personnes qui sont détenues et qui pourraient être mises au service de l'administration judiciaire pour réaliser ces travaux. Mais on ne peut pas, en l'état, laisser pour compte la dégradation de ces lieux-là en portant atteinte au respect dû à la dignité de tout un chacun. Et d'ailleurs, je vous une parenthèse que je veux faire, quand je parle de conditions attentatoires à la dignité humaine, elle l'est autant pour les justiciables qui doivent répondre devant leur juge que pour les personnes, les escortes qui accompagnent, puisqu'ils subissent les mêmes conditions de travail.
Je pense qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'autre choix que de recourir à la discrimination positive, que ce soit au niveau de l'administration judiciaire, mais c'est valable dans tous les corps de notre État. Pourquoi? Jusqu'à une époque relativement récente, j'étais contre la discrimination positive parce que j'estimais que l'ascenseur social devait se faire uniquement, exclusivement au mérite et non pas en raison donc de l'appartenance avérée ou supposée à une origine ethnique. Néanmoins, malheureusement, un constat s'impose à nous. Il s'impose à nous et il a été plus que criant d'ailleurs dans le cadre de nos élections et nous l'avons vu encore récemment. C'est celui de la division, celui du rejet de celui que nous considérons pas comme notre semblable. À partir du moment où on a réussi fortement par nos hommes politiques à convaincre une tranche de notre population que l'origine ethnique était un facteur conditionnant le rejet, était un facteur qui pouvait déterminer la non-appartenance à la citoyenneté française, nous sommes arrivés au rejet et à la peur de ceux qui nous paraît être étrangers, conséquence de quoi cette peur qui s'est cristallisée a généré toute une forme de haine. On l'a déploré à travers la montée d'actes antisémites, à travers la montée d'actes anti-musulmans. Nous voyons bien que nos concitoyens de confession musulmane ou de religion juive ont été les premières cibles. Alors que si nous avions accès avec la politique de discrimination positive, accès plus facilement au regard de l'autre, à l'indifférence de nos couleurs par l'habitude de les voir dans toutes les chaînes de notre administration, et l'administration judiciaire doit s'hisser en exemplarité en ce sens, puisque c'est le lieu où l'application du droit et le respect d'autrui s'imposent sans aucune forme de discrimination. Donc l'administration judiciaire doit s'hisser en exemplarité sur ce point-là. Et je reste convaincue que par l'insertion, par une discrimination positive, mais toujours basée sur le mérite, bien évidemment, par une insertion positive, une discrimination positive, eh bien, au fur et à mesure, il y aura comme une espèce de normalité, et je déplore être dans l'obligation d'ailleurs de le dire, mais cette normalité qui consistera comme une évidence à considérer que la citoyenneté, elle est basée sur les valeurs que nous défendons, à savoir les valeurs de liberté, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité, et non pas des valeurs hiérarchiques en fonction de l'appartenance supposée ou avérée à une religion ou à une quelconque origine ethnique. Elles sont multiples puisque nous avons effectivement une évolution concernant tout ce qui est multimédia, réseaux sociaux. Donc la difficulté, elle ne va pas se poser à ce niveau-là. Je dirais même que ça devient même une contrainte. À l'heure actuelle, les progrès en termes de communication sont tels qu'on finit par ne plus communiquer. Je ne peux pas communiquer avec vous si je ne vous ai pas dans mon regard. Parce que la communication passe pas uniquement par les mots, elle passe par des émotions, elle passe par le regard, parce que vous allez me renvoyer ce que je vais vous renvoyer. Il faut se rencontrer, il faut discuter, il faut échanger. À l'heure actuelle, ce que nous déplorons pour des mesures de sécurité, encore une fois, pour des raisons pratiques, parce que la surcharge de travail fait que les greffiers ont besoin d'être dans leur microsphère. Pour les magistrats, il en va de même. Pour les avocats, il en va de même. Conséquence de quoi, nous ne parlons plus, nous nous échangeons plus. Et ça, c'est dommageable. Donc la difficulté, c'est pas en termes de communication sur le plan technique, sur le plan scientifique, c'est la communication à l'état pur d'échange, mais d'échange directement d'humain à humain. Il n'y a que par cette communication que l'on peut résorber beaucoup de difficultés et éviter énormément de contentieux. Les missions de l'avocat du futur, elles resteront toujours en essence identiques. Pourquoi ? C'est uniquement au niveau de la forme que cela va varier, dans la méthodologie et la forme. Mais au niveau du fond, de l'Antiquité à aujourd'hui, l'avocat a une mission, a toujours été la même, celle de défendre les droits et libertés fondamentaux.
C'est l'essence même de l'avocat. Défense des droits et libertés fondamentaux pour tout à chacun dans un état de droit. C'est la base. À partir de ce combat-là, il y aura plusieurs moyens d'y parvenir. Et la technologie, l'avancée sociologique, culturelle continuera, bien évidemment, de donner les outils pour parvenir à ces objectifs. Mais elle restera toujours identique. Parce que le droit est une science humaine, ce n'est pas une science exacte. L'intelligence artificielle ne peut pas être véritablement contrôlée par la profession d'avocat. En revanche, elle peut être un outil considérable au service de la profession, avec néanmoins un regard toujours très vigilant. En paraphrasant Rabelais, je dirais que l'intelligence artificielle sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'intelligence artificielle va pouvoir nous aider considérablement, mais le regard doit être très aguerri. Et pour cela, il nous faut, pour l'appréhender, bien se former sur ces nouveaux outils, et surtout en essayant de contrôler les écueils. L'intelligence artificielle, comme vous le savez, est basée sur des algorithmes, c'est-à-dire que nous avons une banque de données et qui va conditionner la probabilité d'une décision. Sauf que dans notre système judiciaire, soyons vigilants, le système judiciaire actuel est un système judiciaire qui est dans la verticalité, à savoir que nous avons une somme considérable de décisions en première instance qui vont être un peu plus harmonisées en appel et vont s'imposer ensuite la jurisprudence qui sera dégagée par la Cour de cassation. Lorsque je vous ai expliqué la verticalité des décisions qui sont rendues, mais de façon pyramidale, et qu'on a imposé donc la jurisprudence qui se dégage par la Cour de cassation, vous aurez compris l'écueil. L'écueil de l'intelligence artificielle, c'est le fait que sur un point de droit bien précis, nous ayons une somme considérable de décisions qui soient rendues en première instance, qui diffèrent notablement de la décision qui sera dégagée par la Cour de cassation. Et la conséquence directe sera l'algorithme va traiter l'ensemble des données et c'est le nombre qui va déterminer la probabilité de la décision à intervenir. Et donc la somme des décisions peuvent être contraires à la décision qui est harmonisée par la Cour de cassation et conduire à des erreurs d'interprétation du droit. D'où la vigilance de l'avocat sur ces thématiques.